Les drones ont ciblé précisément l'armée sud-coréenne, avec des bombes à sous-munitions, et parfois des bombes incendiaires. Les soldats ont riposté à cette attaque menaçante avec leurs fusils, mais ils n'ont pas réussi à les atteindre. Les explosions successives résonnèrent dans les montagnes et les champs, et le ciel rempli de fumée de poudre s'est teinté de rouge comme au crépuscule. Suite à l'attaque, plus de 70 soldats sud-coréens sont morts. La société militaire privée chinoise maîtrisait l'usage des drones, mais a commis une erreur après avoir constaté leur efficacité. Un membre de la société militaire privée chinoise a insulté les Coréens, en les appelant Pangji, et a ordonné leur exécution. D'innombrables drones fonçaient vers les soldats sud-coréens. Des centaines de drones chinois ont foncé vers les soldats. La Chine est une grande puissance dans ce domaine. Dès les années 1960, la Chine développe des drones et crée des instituts de recherche autour des universités, les utilisant pour la photographie aérienne, l'exploration géologique et la collecte d'échantillons atmosphériques. La Chine produit plus de 5 millions de drones civils avec une croissance annuelle de plus de 100%. Les drones civils sont le deuxième nouveau produit industriel après les robots industriels, dont la production croît de 68,1%, soit plus de 10 points de plus que les batteries lithium-ion, cellules solaires, véhicules à énergie nouvelle, voitures et véhicules urbains. De plus, Dajang, fondée en 2006 et plus connue sous le nom de DJI, était la principale entreprise de drones au monde. Dajang détient environ 70% du marché mondial des drones civils. Le souci est que ces parts de marché et technologies chinoises des drones pourraient servir militairement. Les drones sont devenus le symbole d'un changement révolutionnaire dans les guerres du XXIe siècle. Ce changement s'est manifesté de façon éclatante dans la guerre en Ukraine, qu'on appelle désormais la guerre des drones. Jusqu'ici, la plupart pensaient que les drones servaient uniquement à la reconnaissance ou, au mieux, à l'assassinat. Mais avec l'utilisation intensive des drones par la Russie et l'Ukraine, nous sommes entrés dans une ère où des drones valant seulement quelques centaines d'euros peuvent incendier et détruire des chars et des véhicules blindés. De plus, l'une des raisons décisives pour lesquelles l'Ukraine a pu stopper la puissante armée russe pendant la guerre en Ukraine, c'est le résultat de l'intégration et de l'utilisation coordonnée des drones, des missiles et de l'artillerie à longue portée par l'Ukraine. Les drones civils sont excellents en termes de rapport coût-efficacité. En effet, le prix d'un drone utilisé pour détruire un char est même inférieur à celui d'un obus, ce qui montre à quel point ils sont rentables. Le rapport qualité-prix des drones civils capables de détruire des armes ennemies coûteuses est devenu un facteur clé qui a permis à l'Ukraine de mener une guerre prolongée malgré son infériorité en effectifs, en puissance de feu et en armes militaires à courte portée. C'est aussi ce qui a permis à la Russie de poursuivre la guerre en intégrant plus étroitement les drones dans ses opérations militaires. Les drones vus à la première personne sont des drones civils à vue à la première personne, souvent utilisés pour filmer. Ce drone peut effectuer des frappes précises, sans être détecté par la défense aérienne adverse. En plus, ce drone ne coûte que 3000 $, soit environ 3,4 millions de won. Le drone de Dajang localise des cibles comme des chars ou des batteries d'artillerie, transmet ces infos à l'opérateur et peut devenir un drone kamikaze. En conséquence, les drones civils attirent l'attention en tant que véritable game changer. Des centaines de drones chinois foncent sur les soldats de la 51e brigade de la 12e division émettant un bourdonnement. Tous ces drones étaient utilisés par les sociétés militaires privées chinois. Ce bruit était à la fois très inquiétant et inhabituel. Les ondes sonores frôlant la tête des soldats étaient d'une acuité crispante. Au début, les soldats de la 51e brigade de la 12e division pensaient à de simples drones de reconnaissance, mais ils ont vite compris leur erreur. Une petite grenade est tombée au milieu des soldats, explosant parmi ceux qui rampaient, en essayant de se mettre à l'abri. Une explosion sourde a secoué le sol, projetant éclats brûlants et chair tout autour. En un instant, le soldat qui se tenait devant n'a même pas eu le temps de crier, et il ne restait de lui que sa peau sur place. À cet endroit, il ne subsistait que terre brûlée, odeur de sang et chair calcinée. Les soldats paniqués fuyaient partout. Des dizaines de drones survolèrent les soldats, larguant des bombes et explosant comme des bêtes sauvages. On entendait les cris des soldats de tous côtés. Mais à cause des attaques suicides et des frappes de drones qui se poursuivaient, ces cris se sont vite tus. Les drones volaient toujours et les bombes pleuvaient. Certains soldats avaient déjà mouillé leurs pantalons de peur. À ce moment, un autre drone a lancé une attaque en suicide, causant une explosion brutale qui a déchiqueté le corps d'un soldat. Le commandant du 1er bataillon, voyant la scène, a ordonné la retraite. Le commandant du 1er bataillon, après avoir reçu le rapport, a envoyé un message radio, mais la 2e compagnie ne pouvait déjà plus se replier. Les soldats qui couraient précipitamment vers l'arrière étaient poursuivis par des drones et continuèrent d'être attaqués. De plus, certains de ces drones larguaient des bombes incendiaires, brûlant collectivement les soldats de l'armée nationale.
Les cris de douleur des soldats en flammes résonnaient tout autour, et certains perdaient même la raison, abandonnaient leurs armes et fuyaient dans tous les sens. La guerre n'était pas un jeu. Ce combat a causé 40 pertes, à la 2e compagnie, alors que la société militaire privée chinoise n'en a eu aucune. Ils n'ont pas pu récupérer les corps de leurs camarades et ont fui précipitamment. C'était dévastateur. Ceux qui ont fui vers un lieu sûr étaient choqués par l'horreur qu'ils venaient de voir. Certains pleuraient à chaudes larmes. La voix du commandant de la 2e compagnie n'atteignait pas les soldats, tous savaient déjà. Derrière les soldats en retraite, les drones de la société militaire privée chinoise traversèrent le ciel, traçant des cercles, comme pour narguer la peur et la défaite subisse pendant ce combat. Puis, dans un bourdonnement, ils ont disparu. Sur le champ de bataille silencieux, seuls restaient cadavres, débris et équipements en flammes. La 12e division d'infanterie et la 51e brigade ont dû quitter le champ de bataille ce jour-là. La société militaire privée chinoise était présente partout en Corée du Nord et transmettait ses informations à l'armée nord-coréenne. Ils connaissaient en détail la position et l'équipement de l'armée sud-coréenne. C'était grâce aux drones surveillés par la société militaire privée chinoise. Tous les oiseaux étaient en fait des drones. On nomme Onipseoteo les aéronefs qui volent en battant des ailes, à l'image des oiseaux ou des insectes. L'Onipseoteo, qui est un type de technologie biomimétique, a été imaginé lorsque l'humanité a tenté d'imiter les oiseaux ou les insectes pour voler dans le ciel. Cependant, un Onipseoteo capable de transporter un humain n'a pas encore été développé, et la plupart sont réalisés sous forme de drones sans pilote. En 2018, la Chine a lancé le programme militaire Pigeon pour créer des drones biomimétiques adaptés aux opérations urbaines. En 2022, ils ont ainsi conçu un Onipseoteo de 1600 grammes avec 2 mètres d'envergure. Cet Onipseoteo fonctionne avec une batterie au lithium. Il a pu voler en continu pendant 1h30. Le problème, c'est que, vu de loin, il est difficile de distinguer si cet Onipseoteo est un oiseau ou un drone. L'armée sud-coréenne a cru voir un oiseau, pas un drone, et a donc transmis toutes les informations à la Chine. Pendant ce temps, les États-Unis ont commencé à apporter un soutien massif à la Corée du Sud. Cependant, ils n'ont pas directement lancé d'offensive vers le nord, ils fournissaient déjà l'équipement et les munitions de 3 divisions. Les États-Unis ne voulaient pas une guerre totale contre la Chine, mais refusaient que la Corée du Sud perde. Les États-Unis avaient mis en place un système unifié de soutien logistique, distribuant tous les approvisionnements par une seule voie d'approvisionnement. Ce lieu, c'était le port de Busan. Les États-Unis utilisaient tous les aéroports en Corée pour assurer un ravitaillement aérien, et ils installaient également des dépôts de ravitaillement intermédiaires un peu partout dans le pays. Et en utilisant divers actifs gouvernementaux, que faisait la Corée du Nord à ce moment-là? Cela a permis à la Corée du Sud de mener la guerre plus aisément, surtout pour la logistique, le renseignement et la reconnaissance. Après avoir appris que Pyongyang avait été incendié par l'attaque sud-coréenne et que l'armée nord-coréenne avait subi des pertes dévastatrices sur le front, une réunion d'urgence du Conseil d'État a été convoquée dans la salle de conférence du Conseil d'État à Pékin pour discuter de la manière de réagir à la situation future sur la péninsule coréenne. La salle de réunion en marbre baignait dans une tension palpable. Les dirigeants chinois voyaient la situation comme plus qu'un problème nord-coréen. Ils ont jugé que la sécurité nationale chinoise était en jeu. Ils pensaient qu'une unification de la Corée du Sud, chassant la Corée du Nord et l'influence chinoise, menacerait directement les intérêts stratégiques chinois. Et ils en sont venus à la conclusion que les sociétés militaires privées chinois qu'ils avaient envoyées ne tiendraient probablement pas très longtemps. Tous les autres hauts responsables semblaient approuver le Premier ministre chinois. Dans cette situation, l'ambiance évoluait de plus en plus vers la nécessité de se préparer à une guerre totale contre la Corée. Cela s'explique car pour la Chine, la Corée du Nord est à la fois tampon et accès au Pacifique. Si la Corée du Sud englobait tout, ce serait une grande menace pour la Chine. De Sinuiju à Pékin, il y a 700 km. En Chine, la péninsule coréenne est parfois appelée la Gorge. Depuis l'état de Huzhou fondé par les Xiongnu et les Jie, en passant par les dynasties Sui des Yanbei, Song et Ming des Han, jusqu'à la Chine d'aujourd'hui, plus de 10 régimes du centre de la Chine ont disparu à cause de l'instabilité de la péninsule coréenne et de la Mandchourie. À la fin du XVIe siècle, la dynastie Ming a envoyé une grande armée pour sauver la Corée durant la guerre d'Imjin. À la fin du XIXe siècle, malgré ces difficultés, la dynastie Qing a aussi déployé une armée en Corée lors de l'incident d'Imo et du mouvement Donggak. Pendant la guerre de Corée, plus d'1 million de soldats étaient envoyés chaque année contre les États-Unis. La Chine redoute toujours que l'instabilité de la péninsule coréenne, voisine, ne gagne la Mandchourie puis Pékin, provoquant le chaos national. L'histoire le prouve. La Chine surveille étroitement la péninsule coréenne et intervient rapidement. Déjà intervenue, elle se prépare maintenant à un affrontement total avec la Corée, prête à la guerre. Un long silence régnait dans la salle du Conseil d'État à Pékin, jusqu'à une déclaration ferme qui le rompit. Il a été proposé de ne pas exclure une attaque nucléaire.
Quand le Premier ministre et le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine ont commencé à se disputer à voix basse, l'atmosphère est devenue glaciale. Le terme, attaque nucléaire, était presque tabou en Chine. Mais cette fois, c'était différent. Si la Corée du Nord s'effondrait, la Chine serait directement exposée à la menace des États-Unis et de leurs alliés. Ainsi, Xi Jinping décide de transmettre un avertissement selon lequel il n'hésitera pas à utiliser des armes nucléaires. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse d'urgence et a adressé un message ferme au monde entier. Il a affirmé qu'il fallait stopper toute attaque contre la Corée du Nord, que la Chine utiliserait tous les moyens pour préserver la paix, et qu'en cas d'ignorance, elle recourrait à l'arme nucléaire. L'annonce de la Chine a choqué le monde entier. La Chine avait déjà souligné à plusieurs reprises sa capacité de dissuasion nucléaire par le passé, mais c'était la première fois qu'elle évoquait aussi directement la possibilité d'une attaque nucléaire. Des médias étrangers comme Cable News Network et British Broadcasting Corporation ont diffusé des alertes d'urgence en affirmant qu'une guerre nucléaire était imminente, et les marchés boursiers du monde entier ont commencé à s'effondrer. Le prix de l'or et du gaz a commencé à monter en flèche. La Chine a aussi envoyé des milliers de soldats en Corée du Nord, déguisés en volontaires. La péninsule coréenne était agitée. Dès que l'annonce de Pékin a été faite, une réunion s'est tenue au quartier général souterrain à Séoul. Le président Lee Myung-han et ses principaux ministres tentèrent de rester calmes. Mais l'ambiance en salle de réunion était très tendue. À la surprise générale, le président Lee Myung-han a ordonné de préparer le développement d'armes nucléaires. Ne pas écouter les autres était le défaut du président Lee Myung-han. Mais ici, cela devint un atout. La Corée du Sud est considérée comme un pays ayant un très fort potentiel nucléaire. On va même jusqu'à dire qu'elle est une quasi-puissance nucléaire. La Corée du Sud dispose de tous les moyens de livraison nucléaire, sauf les missiles intercontinentaux, et des infrastructures pour fabriquer les détonateurs. Sans matière nucléaire, elle pourrait néanmoins en obtenir rapidement si elle le souhaitait. La Corée du Sud possède déjà un niveau de recherche de classe mondiale avec 20 réacteurs et une technologie de pointe dans l'industrie nucléaire. La Corée exploite des centrales nucléaires depuis des décennies. Le combustible nucléaire usé est déjà en surplus. Le plutonium pour fabriquer des armes nucléaires ne manque pas. La Chine a donc renforcé son arsenal nucléaire en réponse à ce changement. Peu après l'annonce chinoise, le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a aussi publié une déclaration. Ils ont estimé que l'annonce de la Chine était un changement absurde et une menace pour la stabilité régionale et la paix mondiale. Nous nous y opposerons fermement. Nos actions contre la Corée du Nord sont légitimes pour la sécurité et la liberté de nos compatriotes. Si la Chine menace d'utiliser l'arme nucléaire, la République de Corée annoncera qu'elle envisagera toutes les réponses, y compris son propre armement nucléaire. La confrontation nucléaire Corée-Chine a aussitôt provoqué une réaction internationale. Les États-Unis se sont rangés du côté de la Corée et ont averti la Chine de sanctions sévères. En réalité, de nombreux pays à travers le monde imposaient déjà des sanctions économiques à la Chine, et la Chine ainsi que ses alliés imposaient également des sanctions économiques à la Corée. En particulier, la Russie a soutenu la Chine et s'est opposée à la pression occidentale. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'a pas trouvé d'accord à cause des tensions entre membres permanents. La péninsule coréenne devient l'épicentre d'une confrontation nucléaire, plaçant le monde dans l'incertitude d'une guerre potentielle. Actuellement, la République de Corée avait déjà proclamé la mobilisation générale depuis un certain temps. C'était une situation d'urgence où même les réservistes et les membres de la défense civile à travers tout le pays étaient mobilisés. Des millions d'avis de mobilisation étaient distribués partout dans le pays. Mais même dans une telle situation, il y avait de nombreuses personnes qui ne répondaient pas à cet ordre de mobilisation. À chaque passage de la police, les familles des réfractaires pleuraient, certains criaient en rue « Pourquoi prendre notre fils ?» Le gouvernement affirmait tolérance zéro envers les réfractaires. Une annonce reprise par les médias mondiaux. Certains disaient que nous sommes des citoyens, pas des consommables pour l'État. Des voix soutenaient cette idée. Lors de l'incident des commandos de Gangneung, plus de 4000 réservistes n'ont pas répondu à l'appel. Cela concernait plus de 6% des réservistes, et ce chiffre a augmenté avec le début de la guerre. Tous ont été arrêtés un par un et étaient punis conformément aux règlements en vigueur. Les pertes de la 11e division et de la 51e brigade d'infanterie ont été telles qu'elles ont dû être partiellement remplacées par la 17e brigade à l'arrière. Ce sont des choses qui se sont produites parce qu'il n'y avait pratiquement aucune expérience de combat réelle depuis la guerre du Vietnam. De plus, l'entraînement était limité et les soldats peu compétents. Le manque total de sous-officiers et d'officiers subalternes rendait ce genre de choses sans doute inévitable. Certaines unités ont franchi la ligne d'armistice et ont mis le pied sur le territoire nord-coréen, mais aucune unité n'a percé le front de manière remarquable. À ce moment, la première division avançait vers Gaeseong. La 52e brigade d'infanterie de la 12e division a aussi tenté de franchir la zone démilitarisée, mais cela paraissait forcé. La 52e brigade affrontait la défense nord-coréenne et les sociétés militaires privées chinois, protégées par barbelés et mitrailleuses anti-aériennes. Le paysage devant eux était constamment couvert de fumée noire et en ruines à cause des bombardements.
Le sol était couvert de mines, et les débris causés par les bombardements servaient en fait de cachette pour les snipers nord-coréens. Les soldats devaient percer ici. Ils retenaient leur souffle, la tension s'infiltrant comme des gouttes de sueur. Le bombardement pour la percée a commencé. La brigade d'artillerie de la 52e division d'infanterie a commencé à tirer avec des canons automoteurs K9, déchaînant un barrage d'artillerie. Les unités d'artillerie de la 52e brigade d'infanterie tiraient également avec des canons automoteurs K105A1, crachant des flammes, en direction des lignes de défense de l'armée nord-coréenne et des sociétés militaires privées chinois. Les chasseurs FA-50 de l'armée de l'air volaient à basse altitude en larguant des bombes. En voyant cette puissance de feu, les membres de la 6e compagnie de la 52e brigade d'infanterie pensaient qu'il était impossible que quiconque ait survécu à un tel barrage. Les soldats de la 6e compagnie ont donc avancé conformément aux ordres. En traversant la zone démilitarisée, ils ont commis une erreur par inadvertance. La 6e compagnie s'est déplacée si vite qu'elle a exposé le flanc de la 52e brigade, créant une brèche. Ignorant cela, la 52e brigade d'infanterie croyait que l'opération se passait bien et n'est pas intervenue. Puis, l'événement est survenu. Les sociétés militaires privées chinois et l'armée nord-coréenne ont alors intensifié leurs tirs de mortiers et mitrailleuses. Grâce aux drones, ils attaquèrent la 6e compagnie dont le flanc était vulnérable. Les sociétés militaires privées chinois l'ont assailli tels des lions voyant une proie dans la savane du Serengeti. Lorsque la puissance de feu de l'armée nord-coréenne et des sociétés militaires privées chinois s'est concentrée sur la 6e compagnie, la panique s'est installée. Des cris retentissaient de partout et le sang coulait abondamment. L'effondrement imminent de la 6e compagnie mettait en péril tout le plan de percée de la zone démilitarisée de la 52e brigade d'infanterie. Le flanc exposé menaçait l'effondrement du 2e bataillon, il fallait donc le sauver. Les mines explosaient, projetant terre et sang. Des mitrailleuses d'origine inconnue frôlèrent les casques. Les soldats ripostaient, avec des lance-grenades et des shultans depuis leur position, mais cela restait insuffisant. Des drones UAV sont alors apparus dans le ciel. La 6e compagnie a cru voir des drones d'une société militaire privée chinoise et a pensé mourir, puis c'est arrivé. Les mortiers ont touché les sociétés militaires privées chinois et les soldats nord-coréens. Bientôt, le combat s'est apaisé. Une unité est alors apparue et a brusquement avancé en double colonne vers les positions défensives nord-coréennes. Malgré la montagne, ils ont grimpé comme sur du plat. La 6e compagnie de la 52e brigade d'infanterie a juste observé, tous déconcertés. Ensuite, ils ont lancé des drones portables, qui ont permis d'observer des drones de la société militaire privée chinoise chuter soudainement. La brigade Zhongal, unité d'opposition professionnelle, a exploité le terrain montagneux pour contourner et attaquer l'arrière des troupes nord-coréennes et de la société militaire privée. Ils ont également utilisé de petits dispositifs de brouillage placés à des endroits inattendus pour induire les forces ennemies à se déplacer vers de mauvaises positions. 12 soldats en uniforme nord-coréen devaient discrètement s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Soudain, brandissant le K2C1, ils ont semé la pagaille dans le camp nord-coréen. À peine 12 hommes abattaient les 60 ennemis. À un moment donné, à cause des tirs de 5 hommes, ce n'était même plus l'unité Zhongal contre l'armée nord-coréenne, mais les nord-coréens qui se battaient entre eux. C'est dire à quel point l'unité Zhongal avait semé la pagaille parmi les nord-coréens. La 52e brigade d'infanterie a traversé la zone démilitarisée. Les forces sociétés militaires privées chinoises ont résisté et bloqué la 52e brigade d'infanterie, mais l'unité Zhongal les a attaqués par l'arrière, anéantissant une compagnie entière de sociétés militaires privées chinois. Ils couraient dans la montagne avec des armes anti-chars Panzerfaust. Dans cette zone montagneuse, à cause d'une attaque embusquée, les forces sociétés militaires privées chinoises ont été anéanties en un instant. Ils sont passés et les forces chinoises ont traversé également. Les forces étaient les forces sociétés militaires privées chinoises. Ils sont passés. Les forces ont franchi les sociétés militaires privées chinoises. Ils sont passés.